Entre 1867 et 1869, 9 hommes puissants du comté de Harrington, dans l'ouest du Tennessee, moururent dans leur sommeil. Tous étaient mariés. Tous occupaient des positions d'influence dans la communauté blanche. Et tous, selon les rapports médicaux incomplets qui subsistent, présentaient les mêmes symptômes avant de s'éteindre. Une faiblesse progressive, des convulsions nocturnes et une étrange odeur d'amande amère sur leurs lèvres. Les autorités locales conclurent à des morts naturelles. Les familles gardèrent le silence. Et pendant plus de 50 ans, personne ne prononça le nom de celle qu'on appelait en secret la veuve noire. Avant de continuer cette histoire qui glacera peut-être votre sang, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous écoutez. Certains secrets traversent les océans et les siècles. Peut-être que le vôtre cache aussi des ombres que personne n'ose regarder en face. Revenons maintenant dans ce Tennessee ravagé par la guerre civile, où les champs de coton portaient encore les cicatrices des batailles, et où la liberté promise aux anciens esclaves ressemblait davantage à un piège mortel qu'à une libération. Le comté de Harrington n'apparaît sur aucune carte moderne du Tennessee. C'était un territoire rural, coincé entre Memphis et Nashville, traversé par une rivière boueuse qu'on appelait la Cumberland Noire, à cause de la couleur de ses eaux après les pluies. La région comptait environ 4000 habitants en 1865, dont plus de la moitié étaient des Noirs fraîchement émancipés qui ne possédaient rien d'autre que les vêtements qu'ils portaient. La guerre civile s'était terminée 2 ans plus tôt, mais pour les gens du comté de Harrington, rien n'avait vraiment changé. Les grandes plantations étaient toujours là, légèrement délabrées peut-être, mais leurs maîtres blancs continuaient de régner sur les terres et sur les hommes qui les travaillaient. La seule différence, c'est qu'on ne pouvait plus officiellement appeler ces hommes et ces femmes des esclaves. On les appelait désormais des ouvriers agricoles, des métayers, des domestiques sous contrat. Les mots avaient changé, pas les chaînes. Au centre du comté se trouvait le bourg de Willowbrook, une collection de bâtiments en bois et en briques rouges disposés autour d'une place principale dominée par le palais de justice. C'était un édifice modeste, à 2 étages, avec des colonnes blanches qui tentaient d'imiter l'architecture des grandes villes du Sud, mais qui réussissaient surtout à paraître prétentieuses dans ce décor rural. À côté du palais de justice se dressait l'église baptiste, dont le clocher pointait vers un ciel que les habitants priaient chaque dimanche avec une ferveur teintée de désespoir. Les rues de Willowbrook n'étaient pas pavées. Quand il pleuvait, elles se transformaient en rivières de boue qui engloutissaient les roues des charrettes et tachaient irrémédiablement les jupes des femmes. Les commerces étaient peu nombreux. Un magasin général tenu par un certain Elijah Cranston, un forgeron du nom de Samuel Briggs, un médecin alcoolique appelé Dr Horace Pemberton, et un saloon où les hommes blancs se réunissaient chaque soir pour boire du whisky de contrebande et discuter de politique. C'était dans ce saloon, une baraque en bois aux fenêtres poussiéreuses et au plancher qui craquait à chaque pas, que se prenaient les véritables décisions du comté. Le shérif Nathaniel Carver y avait son siège habituel, au fond près du poêle à bois. C'était un homme massif aux épaules larges et au visage marqué par une cicatrice qui lui traversait la joue gauche, souvenir d'une bataille pendant la guerre. Il portait toujours le même gilet marron taché de graisse et la même étoile en cuivre ternie sur sa poitrine. Son regard gris acier ne sciait jamais, et les gens disaient qu'il pouvait lire vos pensées rien qu'en vous fixant pendant 3 secondes. À côté de lui siégeaient invariablement les hommes qui comptaient. Le juge Theodore Whitfield, un sexagénaire au crâne dégarni qui portait des lunettes rondes et parlait avec un accent traînant du sud profond. Le révérend Josiah Fletcher, dont la voix tonnante faisait trembler les murs de l'église chaque dimanche matin, et plusieurs propriétaires terriens dont les noms revenaient sans cesse dans les conversations locales. Ces hommes avaient traversé la guerre du même côté, celui des Confédérés. Ils avaient perdu des batailles, mais pas leur conviction que le monde devait être organisé d'une certaine manière, avec des Blancs en haut et des Noirs en bas.
La défaite militaire ne changeait rien à cette certitude ancrée au plus profond de leurs os. Et quand le gouvernement fédéral avait imposé la reconstruction, envoyant des soldats nordistes et des bureaucrates pour forcer le Sud à accepter l'égalité des races, ces hommes avaient trouvé d'autres moyens de maintenir l'ordre qu'ils estimaient naturel. C'est ainsi qu'était né, dans le secret d'une grange abandonnée à quelques kilomètres de Willowbrook, le cercle de la flamme sacrée. Le nom était pompeux, presque ridicule, mais les hommes qui le portaient ne l'étaient pas. Ils se réunissaient la nuit, vêtus de longues robes blanches et de cagoules qui cachaient leurs visages. Ils portèrent des torches et chevauchaient à travers les champs pour terroriser les familles noires qui osaient voter, qui osaient envoyer leurs enfants à l'école, qui osaient réclamer les salaires promis ou refuser de signer des contrats d'exploitation déguisés en emploi. Le cercle de la flamme sacrée n'était qu'un nom local pour ce qui deviendrait plus tard mondialement connu sous l'appellation de Ku Klux Klan. Mais en 1867, dans ce coin reculé du Tennessee, ce n'était encore qu'un groupe d'hommes déterminés à préserver ce qu'ils appelaient leur mode de vie. Et dans cette communauté fermée, régie par la peur et le silence, vivait une femme dont l'existence même représentait tout ce que ces hommes prétendaient combattre. On l'appelait Rose. Rose avait 23 ans en 1867. Elle était née esclave sur la plantation Thornbury, une des plus grandes propriétés du comté, qui s'étendait sur près de 200 hectares le long de la Cumberland noire. Sa mère, Delilah, était morte en couche en lui donnant naissance. Son père, elle ne l'avait jamais connu et personne ne prononçait jamais son nom, ce qui laissait deviner qu'il s'agissait probablement d'un homme blanc, peut-être même du maître de la plantation. Rose possédait en effet une beauté qui la distinguait immédiatement dans la communauté noire. Sa peau avait la couleur du miel sombre, ses yeux étaient d'un vert étonnant qui brillait comme de l'émeraude sous la lumière du soleil. Et ses traits délicats évoquaient davantage les femmes des portraits européens que les visages marqués par le travail forcé que portaient la plupart des esclaves. Ses cheveux, qu'elle gardait toujours soigneusement tressés, formaient une masse de boucles qui retombaient jusqu'à sa taille quand elle les détachait. Cette beauté avait été à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle lui avait épargné les travaux les plus durs des champs et lui avait valu une place dans la grande maison où elle servait de femme de chambre personnelle à Madame Clara Thornbury. Mais elle avait aussi attiré sur elle les regards insistants des hommes blancs, regards qui promettaient toujours plus de danger que de protection. Quand la guerre s'était terminée et que l'émancipation était arrivée, Rose avait 21 ans. Contrairement à beaucoup d'anciens esclaves qui étaient repartis vers les villes en quête d'une nouvelle vie, elle était restée à Willowbrook. Non par attachement à ce lieu, mais parce qu'elle n'avait nulle part où aller et que Madame Thornbury, devenue veuve pendant la guerre, lui avait proposé de continuer à travailler pour elle en échange d'un salaire et d'une petite chambre dans l'annexe de la grande maison. Le salaire n'était jamais payé à temps et la chambre était à peine plus grande qu'un placard. Mais c'était mieux que de dormir dans les baraques surpeuplées où s'entassaient les ouvriers agricoles. Et Rose avait accepté. Elle avait appris très jeune à survivre en observant. Elle parlait peu, souriait au bon moment, baissait les yeux quand il le fallait. Elle savait que sa beauté était une arme à double tranchant, et elle avait développé une habileté presque surnaturelle à devenir invisible quand la situation l'exigeait. Mais il y avait en elle quelque chose que personne ne voyait, une colère froide qui couvait comme des braises sous la cendre. Une rage silencieuse accumulée pendant des années d'humiliation, de coups reçus pour des fautes imaginaires, de regards qui la déshabillaient, de mains qui se posaient sur son corps sans permission, de nuits où elle devait simuler le sommeil pendant que des hommes entraient dans les quartiers des esclaves. Rose n'avait jamais oublié le jour où elle avait vu sa meilleure amie, une jeune fille nommée Celia, être traînée hors de la grande maison par les cheveux parce qu'elle avait osé repousser les avances du fils Thornbury. Elle n'avait jamais oublié les cris de Celia, ni le silence qui avait suivi quand on avait retrouvé son corps pendu à un arbre 3 jours plus tard. Le maître avait déclaré que c'était un suicide. Personne n'avait posé de questions. Ses souvenirs vivaient en Rose comme des serpents lovés au creux de son ventre.
Et quand l'émancipation était arrivée sans rien changer vraiment, quand elle avait vu que les mêmes hommes continuaient de régner avec les mêmes méthodes, juste avec de nouveaux mots pour déguiser les mêmes crimes, quelque chose s'était brisé en elle. Elle avait commencé à écouter les conversations dans la grande maison, à mémoriser les noms prononcés à voix basse, à noter qui venait rendre visite à Madame Thornbury, et ce qu'il disait quand il pensait qu'aucun domestique noir n'était assez intelligent pour comprendre leur complot. C'est ainsi qu'elle avait appris l'existence du cercle de la flamme sacrée. C'est ainsi qu'elle avait compris que le shérif Carver, le juge Whitfield, le révérend Fletcher et 6 autres hommes influents du comté se réunissaient régulièrement pour planifier leurs raids nocturnes contre les familles noires qui osaient défier l'ordre établi. Et c'est ainsi qu'elle avait pris une décision qui allait transformer cette belle jeune femme de 23 ans en quelque chose que les habitants de Willowbrook ne pourraient jamais oublier, même quand ils essaieraient désespérément de l'effacer de leur mémoire collective. Le premier mort fut le juge Theodore Whitfield. Il décéda dans son sommeil le 15 septembre 1867, dans sa grande maison blanche située au bout de Maple Street. Sa femme, Gertrude, le découvrit au matin, froid et raide dans leur lit conjugal. Son visage était figé dans une expression de surprise, la bouche légèrement ouverte, les yeux mi-clos. Il n'y avait aucune marque de violence sur son corps. Le docteur Pemberton fut appelé. Il examina le cadavre pendant une vingtaine de minutes, renifla la bouche du défunt, observa ses ongles qui présentaient une teinte légèrement bleutée, puis se redressa en secouant la tête. « Le cœur », déclara-t-il simplement. À son âge, avec tout le whisky qu'il buvait, ce n'est pas surprenant. Personne ne contesta ce diagnostic. Le juge Whitfield avait 62 ans. Il était effectivement un buveur notoire, et les morts subites par défaillance cardiaque n'étaient pas rares dans cette époque où la médecine restait primitive et où les hommes vivaient durement. On enterra Theodore Whitfield 3 jours plus tard, sous une pluie fine qui transformait le cimetière en un océan de boue. Tout Willowbrook assista à la cérémonie. Le révérend Fletcher prononça un éloge funèbre enflammé sur les vertus du défunt, sur sa dévotion à la communauté, sur son sens de la justice. Rose était là aussi, debout à l'écart avec les autres domestiques noirs. Elle portait une simple robe grise et gardait la tête baissée. Quand ses yeux verts croisèrent brièvement ceux du révérend Fletcher par-dessus la tombe ouverte, elle vit quelque chose passer dans son regard. Une inquiétude fugace peut-être, ou simplement de la méfiance instinctive envers cette belle femme noire qui ne pleurait pas. Ce que personne ne savait, c'est que Rose avait passé 3 semaines dans le lit du juge Whitfield avant sa mort. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, en mars 1867, quand Rose avait compris qu'elle ne pourrait jamais obtenir justice par les voies conventionnelles. Les hommes qui terrorisaient sa communauté étaient aussi les hommes qui contrôlaient la loi, l'Église et toutes les institutions du comté. Porter plainte était impossible. Témoigner était suicidaire. La violence directe était un fantasme. Une femme noire qui levait la main sur un homme blanc signait automatiquement son arrêt de mort. Il lui fallait donc trouver un autre chemin. Un chemin qui utiliserait les armes que ces hommes ne craignaient pas, parce qu'ils ne les voyaient même pas comme des armes. Sa beauté, leur désir, leur arrogance. Rose avait observé pendant des mois. Elle avait identifié les 9 membres principaux du cercle de la flamme sacrée en écoutant les conversations et en reconstituant les indices. Elle connaissait leurs habitudes, leurs faiblesses, leurs vices cachés, et elle avait élaboré un plan d'une patience et d'une audace terrifiantes. Le juge Whitfield avait été son premier choix précisément parce qu'il semblait le plus difficile à approcher. C'était un homme marié depuis 40 ans, réputé pour sa moralité rigide et ses sermons constants sur les vertus de la famille traditionnelle. Mais Rose avait remarqué comment ses yeux la suivaient quand elle servait le thé lors des réceptions chez Madame Thornbury. Elle avait noté la façon dont il trouvait toujours des prétextes pour lui parler, pour effleurer sa main quand elle lui tendait une tasse. Les hommes vertueux en public sont souvent les plus corrompus en privé. Rose le savait. Elle avait commencé par de petites choses.
un sourire discret quand il la regardait, un frôlement accidentel dans un couloir étroit, une remarque innocente prononcée d'une voix douce qui suggérait plus qu'elle ne disait. Le juge Whitfield avait mordu à l'hameçon plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. En l'espace de 2 semaines, il avait trouvé des excuses pour venir régulièrement à la propriété Thornbury. Il parlait affaires avec Madame Thornbury, mais c'était Rose qu'il cherchait des yeux dès qu'il franchissait le seuil. Un après-midi de mai, alors que Madame Thornbury était partie rendre visite à des parents à Nashville, le juge Whitfield était apparu dans la cuisine où Rose préparait le dîner. Il avait refermé la porte derrière lui. Son visage était rouge, sa respiration courte. Il avait essayé de parler, mais les mots s'étaient coincés dans sa gorge. Rose avait posé son couteau, s'était essuyé les mains sur son tablier et l'avait regardé avec ses yeux verts qui semblaient voir à travers les âmes. « Monsieur le juge » avait-elle murmuré d'une voix qui tremblait juste assez pour paraître vulnérable. « Vous ne devriez pas être ici. Si quelqu'un nous voyait, personne ne nous verra » avait-il répondu en s'avançant vers elle. « Rose, je n'arrive plus à penser à autre chose qu'à vous. C'est un péché, je le sais, mais... » Elle avait reculé légèrement, comme si elle était effrayée, mais sans vraiment fuir. Elle avait laissé ses épaules toucher le mur de la cuisine. Elle avait baissé les yeux, incarnant parfaitement la jeune femme troublée et tentée malgré elle. « Je ne suis qu'une ancienne esclave », avait-elle chuchoté. « Vous êtes un homme important. Si on découvrait que... on ne découvrira rien. » Il était maintenant tout près d'elle. Sa main avait touché son visage, descendu le long de son cou. « Je peux être discret. Je peux vous protéger. Vous donner de l'argent. Vous n'aurez plus jamais à vous inquiéter de rien. » Rose avait fait semblant d'hésiter encore un instant, puis elle avait levé les yeux vers lui et avait souri. Un sourire timide, presque innocent, qui promettait une soumission totale. « D'accord, » avait-elle murmuré. « Mais pas ici, c'est trop dangereux. » Ils avaient convenu d'un arrangement. Le juge Whitfield possédait une petite propriété à la sortie de Willowbrook, une ancienne dépendance de sa grande maison qu'il utilisait comme bureau privé pour ses affaires juridiques. Il y allait plusieurs fois par semaine, prétendument pour travailler sur des dossiers importants. Personne ne le dérangeait jamais là-bas. C'est dans ce bâtiment isolé, entouré de chênes centenaires dont les branches créaient une ombre permanente, même en plein jour, que Rose et le juge Whitfield avaient commencé leur liaison clandestine. Au début, il se montrait nerveux, presque tendre. Il lui apportait de petits cadeaux, des rubans pour ses cheveux, une broche en argent. Il lui parlait de sa vie, de ses déceptions, de sa femme qu'il n'aimait plus depuis des années. Il se confiait comme si Rose était une amie, une confidente, quelqu'un qui pourrait le comprendre. Elle l'écoutait avec une attention qui semblait sincère. Elle riait à ses plaisanteries. Elle posait des questions qui le faisaient se sentir important. Et quand il faisait l'amour, elle jouait son rôle à la perfection, mêlant juste assez de réticence et de passion pour le convaincre qu'il était irrésistible. Mais pendant tout ce temps, pendant ces heures passées dans les bras d'un homme qu'elle méprisait plus que tout au monde, Rose étudiait. Elle apprenait ses routines. Elle mémorisait les détails de sa vie quotidienne. Elle posait des questions subtiles sur ce qu'il mangeait, ce qu'il buvait, ses habitudes avant de dormir. Et elle préparait sa mort avec la méticulosité d'un horloger, assemblant une montre complexe. Dans la petite chambre qu'elle occupait chez Madame Thornbury, cachée sous une latte du plancher qu'elle avait patiemment décelée, Rose gardait un trésor qu'elle avait accumulé pendant des années. Un ensemble de plantes séchées, de racines, de graines et de poudre qu'elle avait collectées dans les bois environnants et dans les jardins des grandes maisons où elle avait travaillé. Sa grand-mère, morte depuis longtemps, avait été une guérisseuse sur la plantation Thornbury. Elle connaissait les secrets des herbes, celles qui soignaient et celles qui tuaient. Avant de mourir, elle avait transmis ce savoir à Rose, lui enseignant quelles plantes pouvaient faire baisser la fièvre, quelles racines apaisaient la douleur, et quelles graines, si elles étaient préparées d'une certaine façon, pouvaient arrêter le cœur d'un homme sans laisser presque aucune trace. Le laurier rose poussait en abondance dans les jardins de Willowbrook.
Ses fleurs roses et blanches embellissaient les propriétés des riches. Peu de gens savaient que chaque partie de cette plante était mortellement toxique. Les feuilles, les fleurs, même la sève qui coulait de ses tiges. L'if commun qu'on trouvait dans le cimetière possédait des graines rouges et brillantes qui ressemblaient à des baies appétissantes. Mais ces graines contenaient un poison puissant qui, ingéré en quantité suffisante, provoquait des troubles cardiaques foudroyants. Et puis, il y avait le datura, qu'on appelait aussi trompette du diable, une plante aux grandes fleurs blanches qui sentait délicieusement le jasmin la nuit. Ces graines, réduites en poudre et mélangées à de la nourriture, causaient d'abord des hallucinations, puis des convulsions, puis la mort. Rose avait passé des mois à expérimenter, à doser, à trouver les bonnes combinaisons. Elle testait sur des rats qu'elle piégeait dans les greniers, observant leurs réactions, chronométrant le temps entre l'ingestion et la mort. Elle avait même sacrifié le vieux chien de Madame Thornbury, un animal malade que personne ne remarquerait, pour vérifier que ces mélanges produisaient exactement les effets désirés sur un mammifère plus grand. Quand elle avait enfin été certaine de sa méthode, elle avait commencé à empoisonner le juge Whitfield. Pas brutalement, pas d'un seul coup, ce qui aurait été trop suspect. Non, Rose avait procédé avec une patience diabolique. À chaque rencontre dans le bureau isolé, elle apportait de petites friandises qu'elle prétendait avoir préparées spécialement pour lui. Des biscuits au miel, des confitures de fruits, du pain d'épices. Le juge adorait ses attentions et dévorait tout avec gourmandise, flatté qu'elle prenne soin de lui de cette façon. Dans chaque offrande, Rose incorporait des doses infimes de ses poisons, trop petites pour tuer immédiatement, juste assez pour s'accumuler dans son organisme semaine après semaine. Le juge Whitfield avait commencé à se plaindre de fatigue, de vertige, de palpitations cardiaques. Il mettait ça sur le compte du stress et de l'âge. Le docteur Pemberton lui avait conseillé de boire moins de whisky et de manger plus légèrement. Mais les symptômes avaient continué de s'aggraver. Le juge dormait mal. Il faisait des cauchemars. Ses mains tremblaient. Sa peau prenait une teinte grisâtre. Rose, inquiète en apparence, lui suggérait de se reposer davantage. Elle massait ses tempes avec de l'huile parfumée à la lavande, où elle avait discrètement ajouté quelques gouttes d'extrait de datura. Elle lui préparait des tisanes prétendument apaisantes, infusées avec des feuilles de laurier rose finement broyées. Et puis, un soir de septembre, elle lui avait offert un cadeau spécial. Un petit gâteau au chocolat qu'elle avait fait elle-même, disait-elle, avec les meilleures épices qu'elle avait pu trouver. Le juge l'avait mangé avec délice, ne remarquant pas l'arrière-goût légèrement amer masqué par le cacao et le sucre. Ce gâteau contenait une dose suffisante de graines d'if broyées pour achever ce que des semaines d'empoisonnement progressif avaient préparé. Le juge Whitfield était rentré chez lui ce soir-là en se sentant étrangement étourdi. Il avait dîné avec sa femme, essayant de paraître normal malgré les bourdonnements dans ses oreilles. Il s'était couché à son heure habituelle, et il ne s'était jamais réveillé. La mort du juge Whitfield provoqua une tristesse officielle dans Willowbrook, mais pas d'alarme particulière. C'était un homme âgé. Il avait une santé fragile. Les médecins de l'époque ne disposaient pas des outils nécessaires pour détecter les poisons végétaux dans un cadavre, surtout quand ils n'avaient aucune raison de les chercher. Mais pour les 8 autres membres du cercle de la flamme sacrée, cette mort était préoccupante pour une raison qu'ils ne partageaient avec personne. Le juge Whitfield était celui qui gardait les documents, les listes de noms, les comptes rendus de réunions, les preuves écrites de toutes les actions du cercle. Il conservait ces papiers dans un coffre-fort caché dans son bureau privé, ce même bureau où Rose l'avait empoisonné pendant des semaines. Quand les membres survivants du cercle s'étaient rendus discrètement dans ce bureau après les funérailles, ils avaient découvert que le coffre avait été forcé. Les documents avaient disparu. Le shérif Carver avait convoqué une réunion d'urgence dans le saloon, après la fermeture, avec les portes verrouillées et les fenêtres masquées par des rideaux. Les 7 hommes restants s'étaient assis autour d'une table, leurs visages tendus à la lueur tremblante des lampes à huile. « Quelqu'un sait qui nous sommes », avait déclaré le shérif d'une voix grave. « Quelqu'un a volé nos archives.
Le révérend Fletcher avait secoué la tête, incrédule. Mais qui? Théodore n'en aurait parlé à personne. Il était le plus prudent d'entre nous. Peut-être que c'est justement le problème, avait suggéré Walter Grisham, un propriétaire terrien au visage marqué par la variole. Peut-être qu'il était trop prudent. Peut-être qu'il a fait des copies, qu'il a gardé des preuves pour se protéger lui-même. Contre nous? Le docteur Pemberton avait ri amèrement. C'est absurde. Nous étions frères. Nous avions tous prêté le même serment. Les serments ne valent rien face à la peur, avait murmuré Jonas Hartley, le plus jeune du groupe, un homme de 35 ans, aux cheveux blonds et aux yeux pâles. Peut-être que Théodore avait peur que l'un de nous le trahisse. Peut-être qu'il voulait avoir de quoi se défendre. Le silence était tombé sur la pièce. Chacun regardait les autres avec une méfiance naissante. L'unité du cercle, si forte quelques jours auparavant, commençait à se fissurer. « Nous devons retrouver ces documents », avait finalement déclaré le shérif Carver. Discrètement, sans alerter personne, je vais mener ma propre enquête. Mais ces investigations n'aboutirent à rien. Il interrogea la veuve du juge, qui ne savait même pas que son mari possédait un coffre-fort dans son bureau. Il questionna les domestiques, tous noirs, qui affirmèrent n'avoir rien vu d'inhabituel. Il fouilla le bureau de fond en comble, cherchant des indices, des traces d'effraction. Il ne trouva rien. Aucune serrure forcée, aucune fenêtre brisée, aucun signe de lutte. C'était comme si les documents s'étaient évaporés. Ce que le shérif Carver ne savait pas, c'est que Rose possédait une clé du bureau du juge Whitfield. Le vieil homme la lui avait donnée des mois auparavant pour qu'elle puisse entrer discrètement et l'attendre lors de leur rendez-vous clandestin. Et Rose avait soigneusement observé comment il ouvrait son coffre-fort, mémorisant la combinaison en comptant les clics de la serrure. La nuit suivant la mort du juge, bien avant que quiconque pense à vérifier ce coffre, Rose était entrée dans le bureau, avait ouvert le coffre avec une facilité déconcertante et avait emporté tous les documents qu'il contenait. Elle les gardait maintenant cachés sous le plancher de sa chambre, à côté de ses herbes toxiques. Parfois, la nuit, elle les sortait et les lisait à la lueur d'une bougie. Des listes de noms de familles noires terrorisées, des descriptions détaillées de raids, des plans pour empêcher les Noirs de voter aux prochaines élections, des comptes rendus de réunions où l'on discutait ouvertement de meurtres et d'incendies volontaires. Ces documents étaient des preuves accablantes. Ils pourraient détruire tous les membres du cercle si jamais ils étaient rendus publics. Mais Rose ne comptait pas les rendre publics. Elle avait un autre plan pour ces papiers. Si cette histoire vous glace déjà le sang, imaginez ce que ressentaient les habitants de Willowbrook quand ils ont commencé à comprendre qu'un prédateur invisible chassait parmi eux. Likez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer ensuite. Croyez-vous que Rose s'arrêtera là, ou que sa vengeance ne fait que commencer? Mais poursuivons notre récit, car ce qui était sur le point de se produire allait transformer la peur des membres du cercle en terreur pure. 2 semaines après l'enterrement du juge Whitfield, le révérend Josiah Fletcher commença à recevoir des lettres anonymes. La première arriva un lundi matin, glissée sous la porte du presbytère pendant la nuit. C'était une simple feuille de papier pliée, sans enveloppe, avec des mots écrits dans une écriture élégante et soignée qui contrastait étrangement avec la brutalité du message. « Je sais ce que vous êtes. Je sais ce que vous avez fait à la famille Johnson. Les flammes que vous avez allumées brûleront vos âmes pour l'éternité. » Le révérend Fletcher avait pâli en lisant ces lignes. La famille Johnson était un couple de Noirs qui avait tenté d'ouvrir une petite école pour enfants noirs dans une grange abandonnée 6 mois auparavant. Le cercle de la flamme sacrée avait incendié cette grange une nuit avec la famille Johnson à l'intérieur. 3 enfants étaient morts dans les flammes. L'enquête officielle avait conclu à un accident, une lampe à huile renversée. Comment quelqu'un pouvait-il savoir la vérité? La deuxième lettre arriva 3 jours plus tard. Celle-ci était encore plus précise, mentionnant des dates, des heures, des détails que seul un membre du cercle pouvait connaître. Le 14 mars, vous étiez dans la grange de Miller avec 8 autres hommes. Vous avez voté pour pendre Samuel Crawford.
Vous avez tiré à la courte paille pour savoir qui serrerait le nœud. Vous avez perdu. Ou peut-être avez-vous gagné selon votre point de vue. Le révérend Fletcher ne dormait plus. Il voyait des ombres partout. Il sursautait au moindre bruit. Sa femme, Margaret, s'inquiétait de le voir dépérir ainsi, mais il ne pouvait rien lui expliquer. Comment avouer à son épouse qu'il était un meurtrier, qu'il avait trahi tous les commandements qu'il prêchait chaque dimanche depuis la chaire de son église? La 3e lettre fut la dernière. Votre jugement approche, révérend. Dieu ne pardonne pas ceux qui utilisent son nom pour justifier le mal. Priez pour votre âme, il ne vous reste plus beaucoup de temps. Cette nuit-là, le révérend Fletcher but. Il vida une demi-bouteille de whisky tout seul dans son bureau, essayant de noyer la peur qui lui rongeait les entrailles. Il titubait quand il monta se coucher. Sa femme dormait déjà, tournée sur le côté. Il s'allongea à côté d'elle, le cœur battant trop vite, la tête qui tournait. Il essaya de prier, mais les mots se mélangeaient dans son esprit embrumé par l'alcool et la terreur. Il s'endormit finalement, d'un sommeil agité peuplé de cauchemars, où des visages noirs le poursuivaient avec des torches enflammées. Il ne se réveilla jamais. Le docteur Pemberton fut appelé au presbytère le lendemain matin par Margaret Fletcher, hystérique. Le révérend était mort dans son sommeil, le visage violacé, les yeux exorbités, la bouche ouverte dans un rictus de souffrance. Cette fois, le docteur Pemberton fut plus prudent dans son diagnostic. Il examina le corps longuement, cherchant des signes d'empoisonnement. Il renifla la bouche du révérend et y détecta une odeur d'amande amère, très faible mais distincte. « Cyanure », murmura-t-il pour lui-même. Mais quand le shérif Carver arriva et lui demanda ce qui avait tué le révérend Fletcher, le docteur Pemberton hésita. S'il déclarait officiellement un empoisonnement, il faudrait ouvrir une enquête, poser des questions, creuser dans la vie du révérend. Et le docteur Pemberton savait des choses qu'il ne voulait pas voir révélées au grand jour. Crise cardiaque, déclara-t-il finalement, probablement aggravée par l'alcool. Il avait bu beaucoup hier soir, d'après son épouse. Le shérif Carver le fixa longuement, ses yeux gris acier ne sciant pas. Il savait que le docteur mentait, il savait aussi pourquoi. « Très bien », dit-il simplement. « Notez ça dans votre rapport. » Mais après le départ du docteur, le shérif resta seul avec le cadavre du révérend Fletcher. Il fouilla méthodiquement le bureau du presbytère et y trouva les 3 lettres anonymes, soigneusement pliées dans un tiroir verrouillé. Il les lut, une par une, et une sueur froide coula le long de son dos. Quelqu'un savait. Quelqu'un avait accès aux secrets les plus sombres du cercle, et ce quelqu'un était en train de les tuer, un par un. Le shérif Carver convoqua une nouvelle réunion d'urgence ce soir-là. Cette fois, les 6 hommes restants n'essayèrent même pas de cacher leur peur. Ils s'étaient assis autour de la table du saloon, leurs visages creusés par l'angoisse, leurs mains tremblantes. « Nous sommes en guerre », déclara le shérif, « et nous ne savons même pas contre qui. C'est l'un de nous », cracha Walter Grisham. « Forcément. Qui d'autre pourrait connaître tous ces détails ? Aucun d'entre nous ne trahirait le cercle, protesta Jonas Hartley. Nous avons tous trop à perdre. Peut-être que l'un de nous a décidé de sauver sa peau en éliminant les autres, suggéra un homme nommé Cyrus Bellamy, un marchand de bois au visage grêlé. Peut-être qu'il compte tout révéler aux autorités fédérales en échange d'une immunité. Le groupe explosa en accusations et contre-accusations. La confiance entre eux s'était complètement effondrée. Chacun regardait les autres comme des ennemis potentiels. Seul le docteur Pemberton resta silencieux pendant cette cacophonie de paranoïa. Il pensait à quelque chose que personne d'autre n'avait remarqué. Un détail troublant qui le hantait depuis qu'il avait examiné le corps du révérend Fletcher. Ce matin-là, en arrivant au presbytère, il avait croisé Rose dans la cuisine. Elle préparait du thé pour Margaret Fletcher, essayant de consoler la veuve éplorée. Elle portait sa robe grise habituelle, ses cheveux étaient sagement tressés, son visage exprimait une compassion parfaite. Mais pendant une fraction de seconde, quand leurs regards s'étaient croisés,
Le docteur Pemberton avait vu quelque chose dans ses yeux verts. Quelque chose de froid, de calculateur. Quelque chose qui ressemblait presque à du triomphe. Il s'était dit qu'il imaginait des choses. Qu'une simple domestique noire ne pouvait pas représenter une menace pour des hommes blancs puissants comme eux. Mais maintenant, assis dans ce saloon enfumé, entouré d'hommes terrifiés, il commençait à se demander s'il n'avait pas eu raison de ressentir ce frisson d'inquiétude. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Rose avait déjà choisi sa prochaine victime. Rose ne travaillait pas au hasard. Chaque mort était soigneusement planifiée, chaque approche méthodiquement orchestrée. Après le révérend Fletcher, elle savait que les membres survivants du cercle seraient sur leur garde. Elle devait être encore plus prudente, encore plus subtile. Sa prochaine cible était Walter Grisham, le propriétaire terrien au visage marqué par la variole. C'était un homme violent et brutal, connu pour battre ses ouvriers agricoles et pour sa cruauté particulière envers les femmes. Il avait une réputation de coureur, visitant régulièrement les quartiers pauvres de Willowbrook pour y chercher des compagnes temporaires qu'il achetait avec de l'argent ou des menaces. Rose avait besoin d'accéder à lui, mais contrairement au juge Whitfield ou au révérend Fletcher, Grisham n'était pas un homme qui fréquentait les maisons respectables. Il ne venait jamais chez Madame Thornbury. Il n'avait aucune raison de croiser Rose dans ses déplacements quotidiens. Elle devait donc aller à lui. Un soir d'octobre, alors que la nuit tombait sur Willowbrook et que les premières gelées blanchissaient les champs, Rose quitta discrètement la propriété Thornbury. Elle avait prétexté une visite à une amie malade dans les quartiers noirs. Madame Thornbury, trop absorbée par ses propres soucis pour s'inquiéter des allées et venues d'une domestique, avait à peine hoché la tête. Rose se rendit directement au saloon où elle savait que Grisham passait ses soirées. Mais elle n'entra pas par la porte principale. Elle contourna le bâtiment et attendit dans l'ombre, enveloppée dans un châle sombre qui dissimulait sa silhouette. Elle attendit pendant près de 2 heures, immobile comme une statue, insensible au froid qui lui mordait les joues. Finalement, vers 10 heures du soir, Grisham sortit du saloon, titubant légèrement sous l'effet de l'alcool. Il se dirigea vers les écuries où son cheval l'attendait. Rose s'avança alors dans la lumière tremblante d'une lampe à huile accrochée près de l'entrée des écuries. Elle avait défait ses tresses et ses cheveux cascadaient librement sur ses épaules. Elle avait relevé sa robe juste assez pour montrer ses chevilles, et elle avait composé sur son visage une expression à mi-chemin entre la peur et l'invitation. « Monsieur Grisham » appela-t-elle d'une voix douce. L'homme s'arrêta net, surpris. Il plissa les yeux pour mieux la voir dans la pénombre. « Rose ? C'est toi la fille de Thornbury ? » ?»« Oui, monsieur. » Elle s'approcha lentement, jouant la femme vulnérable qui n'aurait pas dû être là. « Je suis désolé de vous déranger, mais j'ai entendu dire que vous cherchiez parfois de la compagnie, et j'ai besoin d'argent. Madame Thornbury ne me paie presque jamais, et je... » Elle laissa sa phrase en suspens, baissant les yeux avec une honte feinte. Grisham la regarda de la tête aux pieds, un sourire carnassier se dessinant sur son visage marqué. « Tiens donc, la belle Rose qui vient me proposer ses services, j'aurais jamais cru voir ça. S'il vous plaît, ne le dites à personne, » murmura-t-elle. « Si ça se savait, je perdrais ma place. Mais je suis désespéré et... T'inquiète pas, chérie. » Il s'approcha d'elle, son haleine chargée de whisky lui soufflant au visage. « Je sais garder un secret, surtout quand ça m'arrange. » Il la prit par le bras, un peu trop fort, et l'entraîna vers sa propriété qui se trouvait à une 20aine de minutes de marche. Rose ne résista pas. Elle le suivit docilement, jouant à la perfection le rôle de la femme résignée qui vend son corps par nécessité. La maison de Grisham était une construction massive et mal entretenue, entourée de champs qui s'étendaient à perte de vue. Il n'y avait pas de lumières aux fenêtres. Sa femme et ses enfants dormaient déjà à l'étage. Grisham mena Rose dans une petite dépendance derrière la maison principale, un bâtiment qu'il utilisait apparemment pour ses escapades extra-conjugales. Il y avait un lit étroit, une table branlante et une odeur de moisi qui imprégnait les murs. Ce qui se passa cette nuit-là, Rose préféra l'effacer de sa mémoire dès que ce fut terminé.
Elle endura ce qu'elle devait endurer, se forçant à sourire quand il le fallait, à gémir au bon moment, à le faire se sentir puissant et désiré. Quand ce fut fini, Grisham s'allongea sur le lit, satisfait et épuisé. Il sortit quelques pièces de sa poche et les jeta sur la table. « Tu reviendras la semaine prochaine ?» demanda-t-il. « Si vous voulez de moi, monsieur, » répondit Rose avec une soumission apparente. Il sourit. « Oh, je voudrais de toi, t'inquiète pas. Une fille comme toi, ça se garde. » Rose ramassa les pièces et les glissa dans sa poche. Puis elle dit, d'un ton qui se voulait hésitant, « Monsieur Grisham, est-ce que je pourrais vous préparer quelque chose la prochaine fois? Un petit gâteau ou un plat, pour vous remercier de votre générosité ?» Grisham rit. « Tu veux me cuisiner en plus? T'es vraiment aux petits soins. » « Ouais, pourquoi pas. J'aime bien les femmes qui savent s'occuper d'un homme. » Rose acquiesça, baissant les yeux pour cacher la lueur froide qui brillait dans son regard. « Alors à la semaine prochaine, monsieur. » Elle partit dans la nuit, marchant rapidement malgré la douleur entre ses jambes et la nausée qui lui tordait l'estomac. Elle rentra à la propriété Thornbury juste avant l'aube, se glissa dans sa chambre et pleura en silence pendant 1 heure. Puis, elle sécha ses larmes, sortit ses herbes toxiques et commença à préparer ce qu'elle apporterait à Grisham lors de leur prochain rendez-vous. Walter Grisham mourut 3 semaines après sa première nuit avec Rose. Contrairement aux morts précédentes qui avaient semblé naturelles, celle-ci fut plus spectaculaire et donc plus difficile à cacher. Rose lui avait rendu visite 4 fois dans la petite dépendance derrière sa maison. À chaque fois, elle lui apportait des friandises qu'elle prétendait avoir cuisinées spécialement pour lui. Des tartes aux pommes, des biscuits au gingembre. Une fois, un ragoût de viande épicée qu'il avait dévoré avec appétit. Grisham était enchanté de cet arrangement. Il avait une maîtresse belle et obéissante, qui en plus le nourrissait et ne lui coûtait presque rien. Il se vantait même auprès de ses amis, en termes vagues, d'avoir trouvé une perle rare. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il ingérait à chaque visite une dose croissante de toxines végétales soigneusement dissimulées dans la nourriture. Rose avait utilisé principalement du datura cette fois, mélangé à de l'aconite, une plante qu'on appelait aussi tuilou et dont les racines contenaient un poison neurologique puissant. Les symptômes étaient apparus graduellement. D'abord, des maux de tête persistants, puis des troubles de la vision, des hallucinations légères que Grisham mettait sur le compte de l'alcool. Ensuite, des tremblements incontrôlables et des douleurs abdominales atroces. Le soir de sa mort, Grisham avait mangé une part de tarte aux cerises préparée par Rose. Cette tarte contenait une dose massive d'aconie broyée, suffisante pour tuer un cheval. Il était rentré chez lui vers minuit, se sentant déjà mal. Sa femme, Edith, l'avait entendu vomir violemment dans les toilettes extérieures. Quand elle était sortie voir ce qui se passait, elle l'avait trouvé écroulé par terre, secoué de convulsions terribles, le visage bleu, la bouche couverte de mousse. Elle avait hurlé, alertant toute la maisonnée. Ses enfants étaient accourus. Les domestiques s'étaient précipités avec des lanternes. Mais il n'y avait rien à faire. Walter Grisham était mort en moins de 10 minutes, dans d'atroces souffrances, ses muscles se contractant violemment jusqu'à ce que son cœur cède finalement. Le docteur Pemberton, appelé en urgence au milieu de la nuit, examina le corps et cette fois, il ne put nier l'évidence. « Poison », déclara-t-il simplement. Le shérif Carver arriva à l'aube. Il interrogea la veuve, les domestiques, fouilla la maison de fond en comble. Mais personne ne savait rien. Personne n'avait vu Grisham manger ou boire quoi que ce soit d'inhabituel ce soir-là. La petite dépendance où il rencontrait Rose fut inspectée, mais elle était vide. Rose avait pris soin d'effacer toute trace de sa présence, emportant même les draps du lit qu'elle avait lavés et brûlés. Le shérif convoqua les 4 membres restants du cercle dans son bureau. Ils s'y rendirent en plein jour cette fois, ne se souciant plus de la discrétion. La peur avait remplacé la prudence. 3 d'entre nous sont morts en 2 mois, dit le shérif sans préambule. Ce n'est pas une coïncidence, quelqu'un nous cible,
Quelqu'un qui connaît nos secrets et qui a décidé de nous éliminer un par un. Le docteur Pemberton, le visage livide, hocha la tête. L'autopsie de Grisham révèle un empoisonnement par aconite. C'est une plante qu'on trouve facilement dans les bois de la région. Mais il faut savoir comment la préparer pour qu'elle soit mortelle. Ça demande des connaissances spécifiques, des connaissances qu'un noir pourrait avoir, demanda Jonas Hartley, les yeux brillants de haine et de peur. Ces gens-là ont leurs guérisseurs, leurs sorciers. Ils connaissent les herbes. Tu penses qu'un noir nous tue? Cyrus Bellamy secoua la tête. Comment? Ils n'ont pas accès à nos maisons, à nos vies privées. Comment pourraient-ils nous empoisonner? À moins qu'on les laisse entrer, murmura le docteur Pemberton. À moins qu'on leur fasse confiance sans s'en rendre compte. Un silence pesant tomba sur la pièce. Les domestiques, dit finalement le shérif Carver. Ils sont partout. Dans nos maisons, nos bureaux, nos églises. Ils nous servent à manger, nous préparent à boire. Et on ne les voit même pas. Le 5e membre du cercle, un fermier nommé Elias Montgomery qui n'avait presque pas parlé jusque-là, intervint d'une voix tremblante. « Mais pourquoi nous? Pourquoi le cercle spécifiquement ?»« Parce que quelqu'un sait, » répondit le shérif. « Quelqu'un a les documents du juge Whitfield. Quelqu'un sait exactement ce que nous avons fait. Et cette personne a décidé de nous punir. Alors trouvez-la !» cria Jonas Hartley. « Vous êtes le shérif bon sang. Arrêtez tous les domestiques noirs du comté. Torturez-les si nécessaire. Mais trouvez qui fait ça. » Le shérif Carver le regarda froidement. « Et tu crois que ça ne va pas attirer l'attention? Qu'on peut arrêter et torturer des dizaines de noirs sans que les autorités fédérales s'en mêlent? Ils attendent justement qu'on fasse un faux pas pour nous tomber dessus. Alors qu'est-ce qu'on fait? » demanda Cyrus Bellamy, désespéré. « On attend juste qu'on nous tue un par un. » Le shérif réfléchit longuement. « On devient invisible. Chacun retourne chez soi, se barricade, ne fait confiance à personne. On mange seulement ce qu'on prépare nous-mêmes. On ne boit rien qui vient de l'extérieur. On ne voit personne seul. Et on attend que ce tueur fasse une erreur. » C'était un plan de survie basé sur la paranoïa et l'isolement. Mais c'était tout ce qu'ils avaient. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que Rose n'avait pas besoin qu'ils lui fassent confiance. Elle n'avait pas besoin d'entrer dans leur maison ou d'être invitée à leur table. Elle avait déjà identifié leurs faiblesses. Elle connaissait leurs routines, leurs vices, leurs secrets les plus sombres, et elle avait tout le temps du monde. Les semaines suivantes virent Willowbrook se transformer en une ville hantée par la suspicion. Les 4 membres survivants du cercle s'enfermèrent effectivement chez eux, refusant de recevoir des visiteurs, mangeant seulement ce que leurs épouses préparaient sous leur surveillance directe. Mais la paranoïa a ses propres effets toxiques. Jonas Hartley commença à soupçonner sa propre femme de vouloir l'empoisonner. Il la forçait à goûter chaque plat avant lui, la traitant comme une goûteuse royale du Moyen-Âge. Cyrus Bellamy renvoya tous ses domestiques noirs et en embaucha de nouveaux, qu'il surveillait constamment, ne leur permettant jamais de rester seuls dans une pièce. Le docteur Pemberton, quant à lui, sombrait dans l'alcoolisme. Il buvait désormais dès le matin, prétendant que l'alcool purgeait les poisons du corps. Son cabinet médical fermait de plus en plus souvent, et les gens commençaient à raconter qu'il était devenu fou. Seul le shérif Carver semblait garder un semblant de contrôle. Mais même lui dormait avec un pistolet chargé sous son oreiller et un couteau sous son matelas. Rose observait tout cela avec une satisfaction glacée. Elle continuait sa vie normale, travaillant pour Madame Thornbury, servant le thé aux invités, balayant les sols, faisant la lessive. Personne ne lui prêtait attention. Elle était devenue parfaitement invisible, une ombre parmi les ombres. Mais elle n'avait pas terminé. Il restait encore 5 hommes à punir. Sa prochaine victime serait différente. Rose avait décidé de frapper au cœur même de l'autorité du comté. Elle allait s'en prendre au shérif Carver lui-même. Le problème, c'est que Carver était le plus difficile à approcher. C'était un homme méfiant par nature, encore plus maintenant. Il ne mangeait rien qui venait de l'extérieur, il ne buvait que de l'eau de son propre puits, et il ne quittait presque jamais sa maison fortifiée.
Rose dut faire preuve d'imagination. Elle savait que le shérif avait un vice caché. Il fumait la pipe. Pas n'importe quelle pipe, mais un modèle coûteux en bois de bruyère qu'il avait acheté à Memphis avant la guerre. Et il achetait son tabac chez Elijah Cranston, le propriétaire du magasin général. Rose commença à fréquenter ce magasin plus régulièrement, prétextant faire des courses pour Madame Thornbury. Elle discutait avec Cranston, une conversation ici, un sourire là. Elle apprit où il stockait ses réserves de tabac, comment il les préparait, quand il réapprovisionnait ses clients réguliers. Et puis, un après-midi où le magasin était vide et que Cranston était occupé à l'arrière avec un livreur, Rose se glissa derrière le comptoir. Elle savait exactement où le shérif gardait sa réserve personnelle. Une boîte en fer blanc marquée de ses initiales, NC, rangée sur l'étagère du haut. Rose sortit cette boîte, l'ouvrit et versa dedans une poudre fine qu'elle avait préparée la nuit précédente. C'était un mélange de datura séché et broyé, presque invisible quand il était mélangé au tabac sombre. Quelques grammes suffisaient. Quand le tabac serait fumé, les toxines seraient inhalées directement dans les poumons, puis passeraient dans le sang presque instantanément. Elle remplaça la boîte exactement comme elle l'avait trouvée et quitta le magasin avant que Cranston ne revienne. 3 jours plus tard, le shérif Nathaniel Carver fut retrouvé mort dans son fauteuil préféré, sa pipe encore fumante dans une main, son visage figé dans une expression de surprise absolue. Sa femme raconta qu'il s'était plaint de vertiges et de nausées, puis qu'il s'était effondré brutalement, comme frappé par la foudre. Le docteur Pemberton, appelé pour examiner le corps, était tellement ivre qu'il pouvait à peine tenir debout. Il marmonna quelque chose à propos d'une attaque cérébrale et signa le certificat de décès sans même procéder à un examen approfondi. Mais les 3 membres restants du cercle de la flamme sacrée comprirent immédiatement ce qui s'était passé. Leur protecteur, l'homme qui devait les garder en sécurité, venait d'être assassiné malgré toutes ses précautions. S'il avait pu être atteint, alors aucun d'eux n'était en sécurité. Jonas Hartley fut le premier à craquer. La mort du shérif Carver avait brisé quelque chose en lui. Il ne dormait plus, ne mangeait presque plus, passait ses journées à arpenter sa maison en marmonnant des prières incohérentes. Sa femme, terrifiée par son comportement, avait fini par le quitter, emportant leurs enfants chez sa sœur à Nashville. Jonas se retrouva seul dans sa grande maison vide, entouré seulement de ses fantômes et de sa culpabilité. Rose n'eut même pas besoin de l'empoisonner. Un matin de décembre 1868, les voisins remarquèrent une fumée noire qui s'échappait des fenêtres de la propriété Hartley. Quand ils arrivèrent sur place, la maison était déjà en flammes. Ils trouvèrent Jonas Hartley, pendu dans sa grange, une corde autour du cou, un tabouret renversé à ses pieds. Sur une table près de son corps, il avait laissé une lettre. Une confession détaillée de tous les crimes du cercle de la flamme sacrée. Les noms des victimes, les dates des raids, les méthodes utilisées. Tout y était, écrit d'une main tremblante mais lisible. La lettre se terminait par ces mots. « Que Dieu me pardonne. Que les âmes que nous avons détruites trouvent la paix. J'ai vécu dans le péché et je meurs dans le remords. » Cette confession fut découverte par le nouveau shérif temporaire, un homme envoyé par les autorités fédérales après la mort suspecte de Carver. Et contrairement à son prédécesseur, ce nouveau représentant de la loi n'avait aucune loyauté envers les anciens membres de la Confédération. Il fit immédiatement arrêter Cyrus Bellamy, Elias Montgomery et le docteur Pemberton. Les 3 hommes furent jetés en prison, accusés de multiples meurtres, d'incendies criminels et de conspiration pour violer les droits civiques des citoyens noirs du comté. Leur procès devait avoir lieu au printemps de 1869. Mais aucun d'eux ne vécut assez longtemps pour être jugé. Cyrus Bellamy mourut le premier, en janvier, d'une fièvre soudaine qui le consuma en 3 jours. Les gardiens de la prison dirent qu'il délirait dans ses dernières heures, hurlant qu'une femme aux yeux verts le regardait depuis les ombres de sa cellule. Elias Montgomery suivi en février, trouvé mort dans son lit de prison, le visage violacé, les lèvres bleues.
Le médecin de la prison conclut à un empoisonnement, mais ne put jamais identifier la source. La nourriture des prisonniers fut testée, l'eau des puits fut analysée. Rien n'expliquait cette mort. Le docteur Pemberton, le dernier survivant du cercle de la flamme sacrée, comprit alors ce que les autres n'avaient jamais voulu admettre. Il demanda à voir les autorités et exigea qu'on lui amène Rose, la domestique de Madame Thornbury. Quand Rose fut conduite dans la salle d'interrogatoire où Pemberton l'attendait, menottes au poignet et encadrée par 2 gardiens, il la fixa avec des yeux qui brûlaient d'une certitude absolue. « C'est toi, » dit-il simplement. « Depuis le début, c'était toi. » Rose le regarda sans expression, ses yeux verts aussi calmes qu'un lac immobile. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez, docteur. Les poisons, les herbes. Tu es une empoisonneuse, une meurtrière. Tu as tué mes frères un par un. » Rose haussa légèrement les épaules. « Ce sont de graves accusations, docteur. Avez-vous des preuves ?» Pemberton ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Des preuves, il n'en avait aucune. Juste une intuition, une certitude viscérale basée sur un regard croisé des mois auparavant. C'était ridiculement insuffisant pour convaincre un tribunal. « Vous êtes fou », dit Rose doucement, presque avec compassion. « La prison vous a brisé l'esprit, je ne suis qu'une pauvre domestique. Comment pourrais-je faire tout ce que vous m'accusez de faire ?» Les autorités fédérales présentes dans la salle échangèrent des regards. Le docteur Pemberton avait effectivement l'air d'un fou, avec ses cheveux hirsutes, ses yeux injectés de sang, ses mains qui tremblaient. Et Rose incarnait l'innocence même, une jeune femme noire opprimée, injustement accusée par un criminel désespéré. On la renvoya chez Madame Thornbury avec des excuses officielles. Le docteur Pemberton fut ramené dans sa cellule, hurlant et se débattant. Il savait qu'il allait mourir. Il savait que Rose viendrait pour lui, d'une manière ou d'une autre. Et il avait raison. 3 nuits plus tard, il fut retrouvé mort dans sa cellule. Son corps ne présentait aucune marque de violence, aucun signe d'empoisonnement évident. Il était simplement allongé sur sa couchette, les yeux ouverts, le visage paisible. Le médecin de la prison inscrivit sur le certificat de décès « Mort naturelle, défaillance cardiaque ». Mais dans la main droite du docteur Pemberton, caché sous son corps, on découvrit un petit morceau de tissu gris qu'il avait arraché à quelqu'un ou quelque chose, un morceau de robe de domestique. Ce détail ne fut jamais mentionné dans aucun rapport officiel. Le gardien qui l'avait trouvé le fit disparaître discrètement, ne voulant pas soulever des questions qu'il ne comprenait pas et qui pourraient lui causer des ennuis. Ainsi s'éteignit le cercle de la flamme sacrée. 9 hommes morts en moins de 2 ans, certains officiellement par mort naturelle, d'autres par suicide, les derniers en prison en attendant un procès qui n'eut jamais lieu. Leurs crimes furent révélés grâce à la confession de Jonas Hartley et aux documents retrouvés, mais personne ne fut jamais puni. Les morts ne peuvent pas être jugés, et les vivants étaient trop heureux d'enterrer cette histoire sordide et de passer à autre chose. Rose continua de travailler pour Madame Thornbury pendant encore 6 mois après la mort du docteur Pemberton. Puis, un matin de septembre 1869, elle annonça qu'elle partait pour le Nord. Elle avait reçu une proposition d'emploi à Philadelphie, disait-elle, dans une famille respectable qui cherchait une gouvernante expérimentée. Madame Thornbury la laissa partir avec une lettre de recommandation élogieuse. Après tout, Rose avait été une domestique exemplaire, discrète, efficace, fiable, jamais un mot plus haut que l'autre. Ce que personne ne sut jamais, c'est que cette offre d'emploi n'existait pas. Rose avait simplement décidé qu'il était temps de disparaître avant que quelqu'un ne fasse le lien entre les morts et sa présence silencieuse en arrière-plan de tous ces événements. Elle prit un train pour Memphis, puis un autre pour Chicago. De là, elle voyagea jusqu'à Detroit, changeant de nom à chaque étape. Elle devint Mary dans une ville, Sarah dans une autre. Finalement, Elizabeth quand elle s'installa définitivement à Cleveland, dans l'Ohio. À Cleveland,
Elle trouva du travail comme couturière dans un atelier qui employait principalement des femmes noires. C'était un travail honnête, mal payé, mais suffisant pour survivre. Elle loua une petite chambre dans un immeuble délabré du quartier ouvrier. Elle vécut discrètement, ne se faisant jamais remarquer, ne liant jamais d'amitié profonde avec quiconque. Parfois, la nuit, elle sortait les documents qu'elle avait volés dans le coffre du juge Whitfield et les relisait à la lueur d'une bougie. Ces papiers étaient la preuve de tout ce qu'elle avait fait et pourquoi elle l'avait fait. Ils étaient sa justification, son absolution personnelle. Elle ne les détruisit jamais. Elle les garda jusqu'à sa mort, survenue en 1896, quand elle avait 52 ans. Une mort naturelle cette fois, de pneumonie, dans un hôpital pour indigents où elle avait été admise après avoir été trouvée inconsciente dans la rue par un passant charitable. Quand on vida sa chambre après sa mort, on trouva ses documents jaunis, ainsi qu'un petit cahier dans lequel elle avait écrit, d'une écriture soignée et précise, le récit complet de sa vengeance contre le cercle de la flamme sacrée. Ce cahier aurait pu devenir une pièce historique importante. Une confession extraordinaire d'une femme noire qui avait pris sa revanche sur ses oppresseurs à une époque où une telle chose semblait impossible. Une preuve que même les plus vulnérables peuvent devenir des armes redoutables quand ils sont poussés à bout. Mais le propriétaire de l'immeuble qui récupéra ses affaires ne savait pas lire. Il jeta tout dans un feu avec le reste des possessions de cette locataire qui ne payait jamais son loyer à temps. Les documents brûlèrent. Le cahier se transforma en cendres. L'histoire de Rose disparut avec elle. Ou presque. Parce que dans le comté de Harrington, au Tennessee, certaines personnes âgées racontaient parfois, à voix basse, l'histoire de la veuve noire. Une belle femme noire aux yeux verts, qui avait séduit et tué 9 hommes blancs puissants dans leur lit. Une histoire qu'on ne racontait pas aux enfants, qu'on ne mettait pas dans les livres d'histoire, mais qui circulait quand même, transmise de génération en génération comme un secret honteux. Certains disaient que c'était une légende. D'autres juraient que c'était la vérité. Personne ne pouvait prouver ni l'un ni l'autre, parce que tous les documents officiels avaient été détruits ou falsifiés, parce que tous les témoins étaient morts, et parce que personne ne voulait vraiment déterrer cette histoire qui montrait le visage le plus sombre d'une époque que beaucoup préféraient oublier. Mais les faits demeurent, indéniables même dans le silence de l'histoire officielle. En 1867, 9 hommes du comté de Harrington sont morts dans des circonstances suspectes, tous membres d'une organisation secrète de suprémacistes blancs. Les morts ont été espacées, méthodiques, et ont toutes présenté des symptômes compatibles avec un empoisonnement par des substances végétales. Aucun coupable n'a jamais été identifié officiellement. Aucune enquête approfondie n'a été menée, et dans les registres de la propriété Thornbury, préservés par miracle dans les archives de l'État du Tennessee, il est mentionné qu'une domestique nommée Rose a travaillé pour Madame Clara Thornbury entre 1844 et 1869 avant de quitter le comté pour des destinations inconnues. Son nom de famille n'est pas enregistré. Sa date de naissance exacte non plus. Tout ce qui reste d'elle, c'est ce prénom, Rose, écrit à l'encre délavée dans un registre poussiéreux que plus personne ne consulte. Était-elle vraiment une meurtrière? Ou simplement une survivante qui a trouvé le seul moyen possible de se protéger et de protéger sa communauté dans un monde qui lui refusait toute justice? L'histoire ne répond pas à cette question. Elle se contente de murmurer, dans les coins sombres des archives et dans les mémoires fragmentées des descendants de Willowbrook, qu'il y avait une fois une femme qu'on appelait la veuve noire, et que 9 hommes sont morts parce qu'ils avaient sous-estimé le pouvoir de la rage silencieuse. Alors, vous avez entendu cette histoire jusqu'au bout. Vous vous êtes peut-être demandé à chaque ligne si tout cela était vrai ou inventé. Si Rose a vraiment existé, si ces hommes sont vraiment morts, si cette vengeance glaciale a vraiment eu lieu dans un coin oublié du Tennessee il y a plus de 150 ans. La vérité, c'est que personne ne peut le savoir avec certitude.
Les documents ont disparu. Les témoins sont morts depuis longtemps. Et l'histoire officielle préfère garder le silence sur ces zones d'ombre où la justice et la vengeance se confondent. Mais peut-être que c'est justement là que réside le véritable pouvoir de cette histoire. Dans cette incertitude. Dans cette possibilité troublante qu'une femme réduite en esclavage, privée de tous ses droits, ait pu retourner les armes de ses oppresseurs contre eux-mêmes et disparaître ensuite dans les méandres de l'histoire sans jamais être punie ni même identifiée. Si cette histoire vous a marqué, si elle vous a fait frissonner, si elle vous a fait réfléchir sur la nature de la justice et de la vengeance, alors abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo et surtout partagez-la avec ceux qui, comme vous, aiment les histoires qui ne nous laissent pas tranquilles, même longtemps après qu'on les a entendues. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez. Rose était-elle une meurtrière ou une justicière? Ces hommes méritaient-ils leur sort? Et si cette histoire était vraie, aurait-elle dû être racontée ou aurait-il fallu la laisser enfouie à jamais? Nous vous laissons avec ces questions. Et avec l'image troublante de cette belle femme aux yeux verts qui a peut-être changé le cours de l'histoire d'un comté entier avec rien d'autre que sa patience, son intelligence et quelques herbes cueillies dans les bois. Dormez bien, si vous le pouvez.